Mon sentiment, c'est une espèce de rêve de devenir des juifs différents une fois que nous sommes devenus des Israéliens. Or, les Haredim, de leur aspect d'abord, la tenue vestimentaire, leur manière de vivre, représentent de nouveau cette image du juif dont on pensait s'être débarrassé. Les raisons pour lesquelles je suis monté et les raisons pour lesquelles aussi nous nous retrouvons sur cette terre et notre légitimité sur cette terre ici en Israël, c'est par rapport au livre de la Torah. Nous sommes fidèles aux valeurs de la Torah. Il ne faut pas avoir peur des religieux, il ne faut pas avoir peur de la religion. Être juif, ce n'est pas une nationalité, c'est une religion. Être juif, cela oblige aussi d'une certaine partie. Merci de nous retrouver pour le débat de la semaine. Cette semaine, un film devenu viral montrant un jeune orthodoxe insulté par une femme laïque dans un autobus de Hod-HaSharon a mis en évidence le malaise existant entre ces deux parties de la population. Les critiques envers les orthodoxes pour leur exemption du service militaire, leur dépendance aux allocations et leur influence politique excessive entraînent fréquemment une stigmatisation de toute une population. Alors comment en est-on arrivé là? Les choses évoluent-elles? Et puis est-ce qu'il est possible encore de créer un pont entre ces deux sociétés? Ce sont les thèmes du débat de cette semaine. Et pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec Peggy Sidor. Peggy, bonjour. Vous êtes journaliste au Jérusalem Post et spécialiste plus particulièrement de la société orthodoxe et aussi de la société de la population arabe. Et nous sommes aussi avec Samuel Lévy, qui est porte-parole du chasse francophone. Samuel, bonjour. Bonjour. Alors, très bien, merci d'abord d'avoir répondu à cette invitation. Et je voudrais commencer par cette scène, même si je voudrais pas qu'on reste trop longtemps sur ce film qui a eu lieu cette semaine et qu'on a vu, tout le monde a vu, bien entendu. Et je voudrais vous poser comme question, Samuel, qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant ce jeune garçon qui a été pris à partie par cette femme? Bon, tout d'abord, il faut savoir que ça fait déjà plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années, que le public orthodoxe est pointé du doigt. Vous l'avez rappelé dans votre introduction. Souvent, les stéréotypes sont virulents contre le public orthodoxe. Ça n'a pas commencé simplement maintenant, ça a commencé depuis déjà les élections législatives et aussi avant avec la crise du corona. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Forcément un malaise, mais j'allais vous dire c'est presque normal. Quand vous avez des partis politiques qui n'ont pas d'idées à proposer, si ce n'est que de taper sur le public orthodoxe et les religieux pour grappiller quelques voix, c'est normal que à force, au bout, après des mois justement où on invective ce public, on arrive à des situations pareilles. J'allais vous dire qui m'a semblé un petit peu gênant aussi, ça a été le fait que les gens disent mais elle s'est attaquée à la mauvaise personne parce que c'est un officier de réserve dans Tsahal et il est avocat. Mais j'allais vous dire, même s'il n'avait pas été officier de Tsahal, même s'il n'avait pas été avocat, tout cela c'est inadmissible. De la même façon qu'on serait offusqué si on avait eu cette agression-là en France, en Europe ou dans le reste du monde, en Israël, on ne peut pas se permettre ce genre de choses. Peggy, est-ce que c'est un discours qu'on entend beaucoup dans les milieux laïcs, le discours qui a été prononcé par cette femme? Oui, pas aussi virulent. Bon, vous savez, il s'est avéré plus tard que c'était une personne qui a des problèmes psychiques, un petit peu. Elle a des problèmes. Donc, il faudrait, comme vous l'avez dit dans votre introduction, il faudrait mieux ne pas trop s'arrêter sur ça. Mais ça représente une certaine atmosphère. C'est peut-être pas le style exact de partout, mais il y a une certaine atmosphère. Mais moi, je pense que la grosse erreur, c'est que tout le monde a le sentiment, enfin on pense tous que c'est lié au fait, parce que c'est ce qu'on dit d'ailleurs, ils font pas le service militaire, nos enfants sont menacés, éventuellement, que Dieu préserve, meurent, ils sont protégés, ils ne travaillent pas, c'est nous qui payons pour eux, toutes sortes de raisons raisonneuses qui ne correspondent pas depuis quelques années à la réalité sur le terrain, d'ailleurs, parce que beaucoup de choses ont évolué et ont changé. Il faudra en parler aussi un petit peu plus tard. Mais moi, je pense que ça dénote un malaise qui est ailleurs. Alors, oui, ce malaise. Parce que vous avez parlé des stéréotypes, on va en parler encore, mais qu'est-ce qui se cache derrière ça, en fait? Bon, ça c'est ma théorie. Oui. Je la base sur quelques observations et sur mes discussions que je tiens avec beaucoup de gens, puisque donc c'est mon sujet, c'est ce que je couvre pour mon journal. Donc je parle avec énormément de Haredim. À Jérusalem, bon, je me concentre sur Jérusalem.
Mon sentiment, c'est que ce que les laïcs en général, et vous savez, les laïcs en Israël, à la manière française, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est des traditionalistes, un petit peu plus, un petit peu moins, et ça s'étend jusqu'à... c'est une demande, une espèce de rêve, peut-être, de devenir des juifs différents une fois que nous sommes devenus des Israéliens. Or, les Haredim, de leur aspect d'abord, la tenue vestimentaire, leur manière de vivre, représentent de nouveau cette image du juif dont on pensait s'être débarrassé. De ce point de vue-là, ça dérange. Ça dérange. Alors, quand ils sont, comme ce qu'on appelle les religieux modernes, qui potent qui travaillent, ils vont à l'armée, ils sont partout, ça peut un petit peu encore passer, plus ou moins. Mais là, quand ils sont, c'est l'image du juif du siècle dernier, du shtetl, de ça. Et il y a beaucoup de... Et quand on en presse un petit peu, quand je demande à mes interlocuteurs d'essayer de définir ça, finalement, c'est ce qui ressort. Et ils ont peur de ça? Oui, c'est une peur? Absolument. Absolument. Parce que l'idée, c'est à la base du sionisme moderne, du sionisme herzlien, c'est que on crée ici un État juif pour un juif nouveau, un nouveau juif. Il est différent. Or, chez eux, il n'est pas différent du tout. Non seulement il n'est pas différent, mais en plus, après la Shoah, c'était presque complètement décimé. Là-dessus, bon, pour toutes sortes de raisons assez objectives, Ben Gurion et le gouvernement ont décidé de leur octroyer cette forme de liberté pour qu'ils puissent continuer à tenir le reste de ce qui restait. Là, on se retrouve 75 ans plus tard avec 1 300 000 Haredim et les prévisions vont jusqu'à 2 millions. Non. Samuel, c'est quelque chose que vous ressentez, Samuel, ce que vient de nous parler Peggy? Bien sûr, je la rejoins là-dessus, sur ça. C'est notamment d'ailleurs une partie de la gauche, d'ailleurs une partie des partis politiques de gauche, on a vu, qui ont peur, j'ai l'impression, aujourd'hui d'être juifs et de se déclarer comme tel ici en Israël. C'est quand même un petit peu aberrant, parce que vous savez, quand j'ai fait mon alia, je ne me suis jamais posé la question de savoir qu'aujourd'hui, j'allais devoir me justifier ici en Israël sur le fait de pouvoir pratiquer mon judaïsme. Or, si je suis monté en Israël, et je pense aussi comme beaucoup de francophones qui nous écoutent ici, c'est pour pouvoir vivre un judaïsme décomplexé par rapport à celui que je vivais en Europe, où je devais porter une casquette, où j'avais des problèmes par rapport au Shabbat, ou par rapport à la cache-route. Si je suis monté en Israël, c'est justement pour pouvoir ici vivre un judaïsme plein, et être fidèle par rapport à ce qui est écrit dans notre Torah. Il faut pas oublier, aujourd'hui, on essaye, j'ai l'impression, de nous faire un nouveau pacte social avec cette Startup Nation, de dire aujourd'hui, voilà, le nouveau juif, comme vous l'appelez Peggy, c'est un juif qui est débarrassé de sa kippa, c'est un juif qui travaille dans la high-tech et qui pense à monter une boîte et à leur revendre le maximum d'argent possible. Or, aujourd'hui, si vous voulez, moi, les raisons pour lesquelles je suis monté et les raisons pour lesquelles aussi nous nous retrouvons sur cette terre et notre légitimité sur cette terre ici en Israël, c'est par rapport au livre de la Torah. Et tout simplement, nous sommes fidèles aux valeurs de la Torah. Il ne faut pas avoir peur des religieux, il ne faut pas avoir peur de la religion. Être juif, ce n'est pas une nationalité, c'est une religion. Être juif, cela oblige aussi d'une certaine partie. Je suis pas d'accord. Je suis absolument pas d'accord. D'abord, commençons par la fin. Être juif, c'est pas seulement pratiquer et vivre selon la Torah. Un juif laïque est un juif encore, que ce soit, au regard. Excusez-moi, Samuel. Être juif, cela oblige. Vous savez, Peggy, on ne peut pas se déclarer végétarien et manger de la viande de la même façon qu'on ne peut pas dire on va vivre en Israël et dissocier le judaïsme de l'État. Comment qu'on peut? Et c'était la démarche originale des pères fondateurs du sionisme qui voulaient donner une... Non, excusez-moi, Samuel, vous m'interrompez. Samuel, on va laisser répondre Peggy. Alors, c'était la démarche originale. On peut l'accepter ou ne pas l'accepter, ça c'est une autre chose, c'est normal. Mais la démarche originale du sionisme moderne, des pères fondateurs du sionisme, c'était justement se débarrasser de tout ça et devenir autrement, sans renier son identité juive, mais lui donner une expression différente. Alors, au départ, ça s'est
pas trop méchamment passé. Il y a eu, vous vous souvenez certainement des écrits du Rav Kook, le grand rabbin d'Israël, un des premiers grands rabbins d'Israël, qui avait déclaré au sujet des laïcs, ils ne mettent pas, c'est un jeu de mots en hébreu bien sûr, ils ne mettent pas les téphilines, mais ils mettent les briques pour construire le pays. Donc ils sont acceptables. Aujourd'hui, il y a une scission, il y a un split, on est arrivé très très loin. Il y a des expressions qui frisent vraiment, qui utilisent des fois un langage antisémite classique, qui me mettent moi mal à l'aise, je suis loin d'être charédite. Mais il faut aussi comprendre que quand vous venez en Israël pour être à l'aise et ne pas être complexé dans l'expression de votre judaïsme, ce n'est pas la démarche d'une grande partie des Israéliens, c'est encore une majorité. Alors vous, un instant, je n'ai pas terminé. Oui. Alors vous leur imposez quelque chose que eux ne veulent pas vous empêcher de faire, mais vous leur imposez autre chose. Alors il faudrait décider, on vit encore dans une démocratie, je crois. Peggy, vous avez tout à fait raison, on est dans une démocratie, mais quand vous rappelez les pères fondateurs du sionisme, je vais vous rappeler que les pères fondateurs du sionisme, ce sont Abraham, Yitzhak et Jacob. Oui, bon, d'accord, ok. Je parlais du sionisme herzélien, ok. Bon, je parlais du sionisme herzélien. J'ai tout à fait compris, mais il n'y a qu'un seul sionisme et aujourd'hui. Mais non, ça c'est votre idée et elle n'est pas partagée par plusieurs millions d'Israéliens. Il faut l'admettre. Parce que aujourd'hui, vous essayez de faire un nouveau juif. C'est le juif qui a été créé par exemple en 1948, de celui qui est arrivé, à qui on a forcé peut-être à couper les péotes et à rejoindre le kibboutz. Or aujourd'hui, il y a une partie de la population israélienne qui est orthodoxe et on ne va pas quand même refuser dans le seul État juif au monde à des jeunes de pouvoir étudier la Torah ou à des jeunes juifs ou à des familles juives de pouvoir pratiquer leur judaïsme. Alors justement, Samuel, mais Samuel, je voudrais quand même vous poser une question sur ça justement, sur le fait que des reproches qui sont envers la communauté orthodoxe, c'est justement que vous étudiez la Torah, que vous ne travaillez pas, que vous ne participez pas au service, vous n'allez pas au service militaire. Est-ce que vous comprenez les reproches qui vous sont faits par la société laïque, on va dire? Il faut tout d'abord savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui les choses évoluent. On va en parler dans un instant. Tout simplement, voilà, il faut partir du postulat qu'aujourd'hui les choses évoluent. Quand on parle que les Haredim ne travaillent pas, c'est faux. Déjà, quand on parle que tous les Haredim ne travaillent pas, faut déjà parler de la classe. Les derniers chiffres du Bureau central des statistiques, c'est les hommes Haredim. Il y a 51% seulement d'entre eux qui travaillent. Ce sont les chiffres officiels. On va laisser Samuel. Je vais terminer juste mon développement. Quand on parle de la classe d'âge qui travaille, vous parlez des hommes, alors moi je vais vous parler des femmes. Il y a 73% des femmes Haredim qui travaillent. C'est exactement le même taux que chez les femmes laïques. Vous parlez des hommes qui travaillent. En effet, il y a 51% des hommes qui travaillent et contre 80% à peu près dans le public laïque. 86%. Mais il faut savoir non, 83%. 83%. Mais bref. Il y a à peu près aujourd'hui, on n'est pas sur une bataille de chiffres, mais il y a à peu près aujourd'hui 80 000 personnes qui étudient dans les collèges ici en Israël. J'ai pas l'impression que tous les problèmes économiques d'Israël soient liés à ces 80 000 personnes. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que sur ces 10 dernières années, le chiffre des orthodoxes qui étudient aujourd'hui dans les universités, dans des études académiques, a bondi de 232%. Donc, il faut bien voir là qu'il y a vraiment une transformation ici et une israélisation du public orthodoxe. Et une deuxième chose, il faut comprendre aussi notre échelle de valeur. L'échelle de valeur, c'est que la Torah, l'étude de la Torah, c'est notre première valeur. Moi, chez Chasse, en tout cas, on n'a aucun problème avec le monde du travail. Oui, mais simplement, il faut comprendre une chose. Dans le public séfarade orthodoxe, on n'a aucun problème avec le monde du travail et aussi avec l'armée. Moi-même, j'ai d'ailleurs servi dans le salle, de la même façon que Yossi Taïeb, qui est aujourd'hui représentant à la Knesset, comme beaucoup de députés de Chasse qui ont servi dans l'armée, même Arié Deri. Il faut savoir que notre valeur primordial, c'est l'étude de la Torah et c'est conserver la Torah et ses mitzvot ici en Israël. Donc pour une personne qui n'a pas la possibilité ou qui n'a pas les moyens ou l'envie d'étudier la Torah, alors à ce moment-là, qu'il aille faire l'armée ou qu'il aille travailler. Mais simplement, on ne peut pas dire ici dans le seul État juif du monde à une personne à l'obliger à sortir sur le marché du travail. Et puis d'ailleurs, juste pour terminer, vous pouvez m'expliquer quelle est la différence entre un rabbin, quelqu'un qui étudie la Torah, quelqu'un qui enseigne les racines du judaïsme, qui
étudie, qui scrute les textes, sont des valeurs plutôt, on va dire même de gauche, hein, l'étude et la culture, comparé à un professeur de l'université qui est en études gréco-romaines ou alors dans des études ou alors en philosophie d'histoire juive. J'aimerais qu'on m'explique un petit peu la différence. De la même façon qu'il y a des intellectuels juifs dans le monde académique, eh ben il y a aussi chez nous des rabbinim et des savants qui étudient dans les collèges. Peggy. Loin de moi de vouloir empêcher ou arrêter ou stopper ou même diminuer l'étude de la Torah. Absolument pas. Je ne sais pas si Samuel va être heureux d'entendre ce que je vais dire, mais j'ai personnellement étudié le Talmud pendant 11 ans. Donc, je sais un petit peu de quoi il retourne. Alors, je n'ai absolument pas l'intérêt. Ce qu'il faudrait arriver, parce que je connais la réalité, peut-être que Samuel aussi l'a rencontré, c'est que dans les yeshivot, il y a une partie des jeunes qui sont astreints à étudier la Torah du matin au soir, une grande partie, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire exactement le pourcentage parce que ça n'a pas été encore étudié au niveau du Bureau central des statistiques, mais il y en a de plus en plus qui n'arrivent pas à tenir ce niveau. J'ai reçu cette réponse il y a quelques années du parlementaire de Moshe Gafni, de la Knesset. Je lui ai demandé un jour, j'ai dit, vous savez, vous êtes exempté de tout, travail, armée, tout ce que vous voulez, et vous étudiez. Où est le nouveau Maïmonide? Où est le nouveau, les nouveaux grands rabbins, les grandes figures que nous avons? Donc il y a quelque chose qui tourne par rond, parce que ça n'aboutit pas à ce sujet. À l'instant, j'ai pas terminé, Samuel. Alors, et Gafni était au bord des larmes. Ouais. Il m'a dit, vous avez raison, c'est un gros problème. Ouais. Alors, ce qu'il faudrait, c'est arriver à une situation dans l'État d'Israël, dans lequel les étudiants de la Torah, les Bachorei Yeshivot, qui étudient sérieusement, qui sont vraiment au top du top, soient exemptés de tout, comme les artistes, comme les sportifs, comme les scientifiques, parce que c'est un peu compliqué à vérifier peut-être. C'est notre force en tant que peuple et en tant qu'État, et le reste doit être comme tout le monde. C'est un peu difficile à vérifier, mais vous voulez répondre par rapport à ça, Samuel ? Oui, tout simplement aussi pour rebondir sur ce que vient de dire Peggy. Vous savez, quand on parle que les orthodoxes sont exemptés de tout, mais justement, on ne parle jamais de la partie que les orthodoxes apportent ici à la société. Certes, il y a peu d'orthodoxes qui vont au service militaire, mais il y a beaucoup d'associations orthodoxes qui aident tout le public israélien, juif comme non juif, arabe comme d'autres parties de la population, comme juifs, et par exemple des associations comme il y a d'Ezra à la Marseille ou Yad Sarah ou des choses, ou tout ce genre d'associations caritatives qui font économiser des milliards de shekels à l'État d'Israël. Tout cela, on n'en parle pas. Je tiens juste aussi à rappeler quelques chiffres. 40% des juifs orthodoxes se portent volontaires pour des associations caritatives contre 23% dans le public laïque, et 86% du public orthodoxe fait des dons à des œuvres caritatives contre 58% dans le public laïque. Là aussi, on voit bien que le public orthodoxe, lorsqu'il participe justement à des associations caritatives, ce n'est pas simplement pour une période limitée, mais c'est très souvent pour de très nombreuses années. On peut le voir on peut le voir au Magen David Adom, on peut voir dans Zaka, on peut voir dans United Hatzalah, on peut voir dans de très nombreuses associations, dans Yedidim. Ouais. Alors, Peggy doit absolument répondre à ça. Voilà, Peggy a répondu rapidement et puis. Oui, je termine. Samuel, peut-être qu'il conviendrait aujourd'hui de justement que la loi fixe aussi, que la loi puisse permettre aujourd'hui que ce service-là soit aussi reconnu, pour qu'on arrête enfin de dire que les orthodoxes ne participe en rien à l'effort ici de la société. Je vais vous répondre à ça, Samuel. C'est assez grave ce que vous venez de dire. Sans aucune mauvaise intention, je vous crois sur parole. Je sais que vous êtes quelqu'un de tout à fait recommandable. C'est pas de ça, mais il y a une erreur. Non, je le pense vraiment. Il y a une erreur fondamentale. Et ça, il faut le dire. Dans une société moderne, dans un État démocratique moderne, c'est l'obligation de l'État de veiller à toutes ces choses. Et les associations, en plus caritatives ou philanthropiques,
laïques viennent en plus, mais pas pour les choses des malades. Alors quand je vois, j'ai ce problème pratiquement toutes les semaines. Je dois écrire sur telle ou telle autre association qui font un travail extraordinaire et qui n'arrivent plus à réunir les fonds nécessaires pour faire face aux demandes. Et je dis d'un côté, je veux vous aider, publier ça pour que les gens puissent de nouveau. Mais de l'autre côté, je dis, mais non, mais c'est pas normal. C'est le travail de l'État. Quand vous faites ça, toutes ces œuvres caritatives, vous aidez l'État à se débarrasser de ses obligations. Donc il y a un gros problème là. Alors une seconde. Là il y a un gros problème. Alors une seconde, laissez-moi terminer. Cette attitude, elle provient d'une réflexion, d'une pensée ancrée dans la société communautaire qui a servi les Juifs le long des 2000 ans d'exil. Nous ne sommes plus dans des communautés. Nous sommes dans un État moderne, indépendant, enfin j'espère indépendant, dans lequel l'État est obligé de nous donner nous payons des impôts, ils doivent nous le rendre. Vous voulez donner votre argent pour une association caritative qui fait du théâtre pour des jeunes ou des trucs, ça d'accord, mais pour des choses élémentaires, non, c'est pas normal. Les associations ne doivent pas prendre la place de l'État. Absolument. Mais alors ça c'est un problème vis-à-vis de l'État, ce n'est pas un problème vis-à-vis des orthodoxes. On va quand même. Mais vous m'avez donné cet exemple et effectivement, les Haredim et les religieux sont en masse dans ces démarches. Mais c'est pas normal. On va juste encore une phrase, Samuel, et après on va conclure. Vous n'allez quand même pas pouvoir reprocher au public orthodoxe de venir tendre la main à toutes les parties, à tout le peuple d'Israël aujourd'hui. C'est quand même pas quelque chose que vous allez aujourd'hui nous reprocher. Ouais. Alors, c'est-à-dire que d'un côté, quand on ne fait pas l'armée, alors ça, on nous le reproche, mais quand on vient nous aider, ça aussi, on nous le reproche, on dit parce que vous m'avez très bien compris, Samuel. Vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Vous n'êtes pas accusé. On va devoir conclure. Je voudrais chacun une phrase de conclusion et je voudrais qu'on essaye de savoir peut-être est-ce qu'il y a quand même un moyen justement d'essayer d'avoir un pont entre ces deux sociétés et peut-être un rapprochement aussi. Ce que je veux dire d'abord, c'est que, quoi qu'il en soit, que les Haredim continuent à se démarquer du reste de la société ou qu'au contraire, ils commencent de plus en plus à y participer, des réflexions du genre de cette dame sont inadmissibles. Inadmissible, c'est une honte, c'est un scandale. Je sais que c'est apparemment une personne qui a des problèmes, donc dans ce cas peut-être que pas, mais dans d'autres cas, moi je crois que ça devrait être poursuivi par la justice. C'est clair et net, ça ne se discute même pas. Cela dit, moi je suis optimiste parce que je connais les chiffres. Et il y a à peu près une vingtaine d'années, à peu près, que de plus en plus de Haredim comprennent que ça peut plus continuer parce que ils ne peuvent plus vivre dans cette pauvreté terrible dans laquelle ils sont obligés de vivre quand ils sont étudiants. Alors, on parle toujours des sommes énormes que l'État alloue aux Haredim. Oui, d'accord, ce sont des millions, mais quand vous verrez ça, chaque par personne. Ouais, alors, chaque Bachur Yeshiva ou Kollel reçoit, je crois, 1400 ou 1800 shekels par mois. Non, mais vous connaissez beaucoup de gens qui vivent avec une somme pareille? Une seconde, Samuel. Donc ça, il faut admettre, il faut comprendre que les choses bougent. Les choses changent. Il y a de plus en plus de Haredim qui veulent aller étudier. Je suis pour ce que beaucoup d'entre eux demandent, c'est-à-dire une séparation des gens dans les universités. Ils veulent étudier séparément des femmes. Je crois que dans un premier temps, il faut l'admettre, même si ça me dérange, parce que le but à atteindre est un plus important. Je pense que dans quelques années, ce sera plus un problème. Le service militaire, ça me paraît beaucoup moins important. Franchement, personnellement, c'est vraiment la dernière des choses que je vérifierai pour voir s'ils participent ou pas. Samuel, comment on fait pour arriver à un pont entre les deux sociétés? Je tenais à remercier Peggy pour cet échange et pour son discours de vérité aussi qui montre à quel point que nous sommes, nous sommes tous juifs et nous sommes identiques et on n'a pas à avoir peur l'un de l'autre. Ce n'est pas parce que j'ai une kippa sur la tête ou ce n'est pas parce que j'ai un habit qui n'est pas à la dernière mode que les gens doivent me regarder différemment et avoir peur de cela. J'allais vous dire pour terminer, peut-être qu'il faut prendre, on est sur une chaîne en langue française et peut-être qu'il faut prendre exemple justement sur le judaïsme français, où ce judaïsme où on ne faisait pas de différence entre les kippotes, ce judaïsme où on allait tous à la synagogue, alors peut-être parfois des personnes venaient en voiture, peut-être d'autres venaient à pied, ce judaïsme où on était tous ensemble réunis dans les mêmes familles, où certains étaient orthodoxes, d'autres laïcs,
Et je pense que c'est aujourd'hui peut-être une ouverture, et pourtant on arrivait tous à se comprendre. Alors certes, on est arrivé ici en Israël, et c'est largement différent parce qu'on ne vit plus justement entre l'opposition entre goy et juifs comme on l'a vécu peut-être en Europe. Mais en tout cas, je pense qu'on peut s'inspirer du judaïsme francophone, du judaïsme de France, pour pouvoir justement créer ces passerelles, créer ces ponts. Moi, je dirais plutôt s'inspirer du judaïsme séfarade. Parce que là, il y a vraiment une grande différence. C'est peut-être un peu les mêmes tous. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. On n'a pas vraiment trouvé de solution, mais en tout cas, on comprend que pour vivre ensemble, il faut que les deux parties de cette population aient besoin de se connaître, de se connaître un peu plus. En tout cas, merci Peggy Isidore, merci Samuel Lévy d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci, shalom. Shalom.